Bonjour et bienvenue sur cette visio. Merci de nous rejoindre aux personnes qui se connectent petit à petit. Donc ce soir, on est sur une rencontre mensuelle de l'habitat participatif pour cette session en ligne. Pour vous resituer un petit peu le cadre de cette rencontre, donc nous, on fait partie de la Maison de l'Habitant, qui est un lieu d'information sur le logement pour les habitants de Nantes Métropole. Et c'est un lieu où vous pouvez venir pour la moindre question sur le logement, que ce soit par rapport à un projet d'achat, par rapport à de la location, à de la copropriété. Si vous avez un projet de rénovation de votre logement et que vous souhaitez connaître les différentes aides mobilisables et également les différents équipements techniques que vous pouvez choisir pour vos économies d'énergie, vous pouvez venir vous renseigner auprès de nos services. Donc n'hésitez pas à nous appeler. Je vais vous donner très rapidement le numéro. Donc c'est le 02 40 89 30 15. Et dans le cadre de cette maison de l'habitant que nous essayons d'animer tout au long de l'année, nous avons développé ces rencontres mensuelles de l'habitat participatif qui permettent à chacun et chacune de s'acculturer de ce sujet qui est très dense et foisonnant. C'est un sujet très riche que nous essayons tous les mois de présenter sous un angle différent, en particulier avec une association qui s'appelle l'Éco Habitant et qui sera également présente ce soir pour témoigner. Et je vais vous passer directement la petite slide d'après. Pour ce qui concerne la rencontre de ce soir, la thématique que nous avons choisie pour cette session, c'est donc l'autoconstruction, le fait de construire tout ou partie de son projet d'habitat ensemble, à plusieurs, que ce soit avec l'ensemble du groupe ou avec seulement quelques-uns. Participeront avec nous à cette rencontre Olivier. Alors, on a deux Olivier ce soir. Olivier de l'association l'Éco Habitant, qui est une association nantaise qui accompagne les projets d'habitat participatif à différentes étapes de leur parcours. C'est une association qui a une bonne vision d'ensemble sur les projets de tout le territoire, puisqu'elle elle est la chef de file, on va dire, du réseau Habitat Participatif Ouest. Donc Olivier vous présentera tout ça. Nous accueillerons également un autre Olivier donc, sur un projet qui se situe à Fête-Bretagne, sur le nord-ouest de Nantes. Et Renaud également d'un projet situé à Rezé et qui existe pour le coup depuis près d'une dizaine d'années désormais. Donc merci à vous de participer. J'ai oublié quelques petites précisions plutôt techniques pour pour faciliter nos échanges et votre participation. N'hésitez pas à prendre la parole, on est vraiment très peu nombreux. Donc, vous pouvez, si vous êtes à l'aise, activer votre caméra et prendre la parole directement à l'oral. Ou sinon, vous pouvez aussi passer par le petit chat. Donc, vous allez en bas de votre page et vous ouvrez un onglet qui s'appelle « Discussion » ou « Converser ». Et vous aurez une petite boîte de dialogue qui s'ouvrira. Vous pouvez poser vos questions directement. Moi, je suis avec Audrey Le Mercier, qui est ma collègue, qui est présente aussi en back-office pour relever vos questions un peu au fil de l'eau. Vous envoyez éventuellement des liens vers des ressources en ligne. Donc, n'hésitez pas à nous interpeller à tout moment. Cette visio sera filmée et nous la rediffuserons par la suite sur notre chaîne YouTube, donc sur la chaîne de la Maison de l'Habitant. Vous retrouverez le lien d'ici une dizaine de jours environ. Donc voilà pour les présentations techniques. Est-ce qu'il y avait d'autres points à évoquer, pas particulièrement? Donc dans ce cas-là, on va pouvoir directement... Oui, c'est directement l'Éco Habitant. Donc on verra par la suite le support de Casanoë. Olivier, je te laisse la parole. Je vais couper mon partage d'écran. Ok. Ça marche. C'est bon, j'y vais? Tu peux y aller. Ok, donc bonjour à tous.
Les cohabitants, oui, rapidement, c'est une association qui est engagée dans l'habitat participatif depuis les années 2000, à la création, c'est 2006, voilà. Donc on a traversé un peu toutes les étapes de cette aventure de l'habitat participatif. On a accompagné depuis 2010 plus de 30 projets, j'ai pas fait le compte. On en a plus d'une vingtaine dans les tuyaux aujourd'hui, alors à différents stades, différentes étapes. Soit ça démarre, soit ça se termine, soit c'est entre les deux, parce qu'un projet, ça peut être long, ça peut aller de 3 à 5 ans, voire plus quand il y a des soucis, comme le Covid ou d'autres soucis. Et on est aujourd'hui donc toujours sous forme d'association, donc on est à but non lucratif et on accompagne tout type de projets, que ce soit des projets de groupe constitués en autopromotion, comme ça va être l'exemple de Casanoë, ou des petits moulins également, ou aussi des projets qui sont portés avec des organismes de logement social, ou bien des démarrages de projets en partenariat avec des aménageurs. Voilà. Et on est une équipe de 3 salariés pour ça. Alors voilà, pour faire court, on a un site, voilà, vous pourrez nous retrouver à l'occasion. Et puis à titre indicatif, on participe au mouvement, au réseau de l'habitat participatif. Donc on a mentionné Habitat Participatif Ouest, qui est un peu le réseau actif dans l'Ouest, donc des groupes d'habitants et des associations qui s'investissent sur ce sujet-là, ou des professionnels. Et puis il y a un réseau à l'échelle nationale qui s'appelle Habitat Participatif France, qui lui s'occupe de dialoguer avec l'État pour essayer de décoincer certaines choses, de dialoguer avec les banques pour les mêmes sujets, de questions juridiques, de questions transversales qui peuvent concerner les quartiers sociaux ou voilà, ou d'autres sujets, les cœurs de bourg. Donc on a des groupes de travail, on a un comité d'orientation qui est un équivalent de conseil d'administration pour définir les orientations du mouvement, où il y a des représentants d'un peu toutes les régions. Et puis moi je suis administrateur, donc au sein d'un COPIL, un comité de pilotage de ce mouvement-là. Voilà. Alors sur la partie qui nous occupe ce soir, l'autoconstruction, d'abord l'autoconstruction c'est une vieille affaire. Moi j'habite dans une longère à 17 km de Nantes, et c'est une longère qui a été autoconstruite par les gens du hameau au début du 19e siècle. Donc c'est pas d'hier qu'on construit sa maison. Et quand on doit faire des travaux, souvent on essaye de trouver des copains pour faire des chantiers à plusieurs, pour essayer d'améliorer telle dépendance, telle chose. Donc c'est une vieille pratique, l'autoconstruction ou l'autoréhabilitation, qu'on connaît tous plus ou moins. Et dans l'histoire de l'habitat social, on a tous en tête les castors, qui ont été une grosse aventure de l'autoconstruction collective au lendemain de la guerre, donc dans les années 50. On en a justement un à Rezé, une cité castor à Rezé. On en a d'autres sur le lac de Nantaise, et on en a quelques-unes dans l'Ouest, puisque l'Ouest a été un pôle important du mouvement castor. Il y a eu aussi d'autres régions, mais voilà. Donc la question de l'autoconstruction collective, quand elle a été reposée dans les années 2000, quand l'habitat participatif s'est relancé, puisque en fait c'est une continuité d'époque. Il y a eu un creux entre les années 80 et les années 2000. Et quand le mouvement s'est relancé, donc autour de l'habitat collectif, des projets collectifs dans l'habitat autogéré, l'habitat groupé, l'habitat partagé, la question de l'autoconstruction est arrivée tout de suite, c'est-à-dire, ok, on a trouvé un terrain, on a fait un budget de travaux, on a fait un budget global, on a trouvé un architecte, on a trouvé d'autres partenaires pour mener à bien le projet. Voilà. Après, comment on adapte nos moyens et nos ambitions. Donc, l'autoconstruction vient tout de suite dans la réflexion sur le portage, sur la conduite du projet. Et les petits moulins, qui est un des premiers projets sur l'agglo nantaise, constitué lors de 2006-2007 comme groupe, et ensuite dans le montage de projet, une fois que le terrain a été proposé par la ville de Rezé, la question de l'autoconstruction s'est posée très vite. Donc, nous pourrons en reparler, mais parce que l'entrée principale, c'est bien sûr les économies, c'est-à-dire un projet d'habitat, ça coûte un certain projet en neuf ou en réhabilitation, comme on va voir avec Casanoë, ça coûte un certain prix. La réhabilitation, en plus, c'est sujet à c'est assez piégeant, parce qu'il faut bien évaluer
la qualité du bien et ce qu'on veut en faire. Il faut l'adapter aussi au projet collectif. Voilà. Donc c'est un vrai moyen de régulation de toutes les inconnues qu'on peut avoir sur quand on appréhende un bâtiment existant et ensuite comment on le transforme et comment on l'adapte et comment on l'améliore. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte dès le début. Alors après, on va voir si les contraintes et puis les groupes vont pouvoir en témoigner. Mais c'est vraiment voilà, c'est une notion que nous, en tout cas dans la construction du projet avec les habitants, on aborde assez tôt. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire est-ce qu'on a des compétences pour ça? Est-ce qu'on a une expérience pour ça? Est-ce qu'on a le temps pour ça? Parce que c'est beaucoup de temps à passer. Est-ce qu'on aura l'énergie pour ça? J'étais lundi en réunion avec un groupe plutôt senior, à majorité senior, non, en totalité senior, du côté d'Auray, dans le Morbihan. Ils n'avaient pas envie de... Voilà. On était, on était sur la question des appels d'offres. Donc, le projet arrive au stade où il faut trouver des entreprises pour le réaliser. Et les prix sont, surtout en ce moment, sont au-dessus de ce qu'on avait prévu quand on a démarré le dossier. Et la marge de manœuvre, ça aurait pu être l'autoconstruction, sauf que voilà, à l'âge qu'ils ont, ils n'ont pas envie de remettre du chantier. Ils ont peut-être fait plus jeune, mais donc la question se pose en fonction aussi des types de groupes, de l'énergie qu'on peut y passer, du temps qu'on peut y accorder, et la ressource nécessaire aussi pour encadrer un chantier, parce qu'un chantier c'est pas quelque chose de simple, surtout que bâtiments aujourd'hui, les logements aujourd'hui se sont un peu complexifiés avec le temps parce qu'on a amélioré la qualité thermique des bâtiments. Donc, il y a plein d'éléments à prendre en compte dans la qualité thermique, l'isolation, etc., l'étanchéité, ce genre de choses. Donc il y a des process qu'il faut maîtriser. Et alors, la question de l'encadrement d'un chantier en autoconstruction, c'est aussi une question à se poser. Et à ce sujet-là, on commence à avoir des solutions qu'on trouve soit avec des encadrants, des gens qui ont une compétence en maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire ils ont une compétence sur plusieurs lots de travaux différents, hein, la charpente, la couverture, l'isolation, ce genre de choses, ou le second œuvre, les second œuvre, ou parfois, voilà, on traite ça lot par lot avec certains artisans avec lesquels on peut partager le boulot, quoi, qui acceptent de partager le boulot. Donc, le cas sur un projet en Bretagne où l'électricien, voilà, la sécurisation de tout l'ensemble de l'installation, mais laisser les habitants, était OK pour que les habitants tirent les câbles, passent les liens, etc. Donc, il y a parfois des solutions possibles de partage du boulot avec les entreprises qui interviennent. Donc voilà, là aussi c'est un champ un peu innovant, on est des fois un peu limite, il y a des questions d'assurance, il y a des questions de la responsabilité de l'assurance de l'entreprise, mais aussi de l'assurance des autoconstructeurs. Donc c'est des sujets qui sont pas toujours évidents, et pour lesquels on n'a pas toujours des solutions aujourd'hui d'ailleurs, et puis où on en a eu mais on n'en a plus, enfin bref, c'est encore des choses qu'on veut travailler. Et puis la question de l'architecte aussi, qui à un moment donné doit s'effacer parce qu'à partir du moment où il est sur le chantier, il en est responsable et il engage ses assurances à lui. Donc la question aussi de comment l'architecte s'efface à un moment donné dans l'accompagnement, le suivi de chantier. Donc c'est un ensemble de choses à mettre en œuvre, et puis surtout la maîtrise du temps. La maîtrise du temps, parce qu'un chantier, c'est différentes étapes, et si les autoconstructeurs interviennent à des étapes intermédiaires, et bien, il faut maîtriser ce temps-là pour pas déphaser le chantier, que les entreprises qui arrivent derrière, voilà, les choses sont pas prêtes, elles peuvent pas intervenir. Donc il y a tout un ensemble d'éléments, voilà, à anticiper sur la maîtrise du temps du chantier. Voilà, je fais une intro un peu théorique, un peu lourde, voilà, pour des gens qui sont pas encore dans un projet, c'est peut-être un peu abstrait. Donc, peut-être qu'on va passer sur du témoignage qui vont peut-être rendre les choses plus concrètes, plus vivantes. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là. Oui, merci. Je n'ai pas dépassé le temps, ça va? Non, merci. Bon, pas du tout. Merci pour Okay. cette petite introduction. C'est vrai que du coup, avec les deux témoignages de ce soir, on va pouvoir avoir des exemples un peu plus concrets de comment ça a pu se mettre en œuvre, quels ont été vos choix en termes de
quels éléments vous avez choisi de construire, d'auto-construire par vous-même. Est-ce que ça a eu un impact sur votre budget? Lequel? Quel accompagnement vous avez pu avoir aussi justement le temps du chantier par des artisans? Est-ce que parmi votre groupe, il y avait également des personnes qui étaient déjà dans des corps de métier de l'artisanat et de la construction? Enfin voilà, je te laisse, Olivier, présenter un peu vos projets. Je vais partager du coup ton support. Alors, donc on a quelques petites photos à présenter et tu n'hésites pas à m'interpeller pour me dire quand je tourne les pages. Ouais, et n'hésitez pas à poser des questions et à me couper. C'est pas du tout une présentation théorique aussi, ouais. Donc bonjour à toutes et tous, c'est Olivier, je représente le projet Casanoé qui est une coopérative d'habitants, donc c'est un habitat participatif sous la forme coopérative. J'imagine qu'il y a d'autres moments de rencontre qui parlent des statuts juridiques, on ne va pas s'étendre là-dessus. Oui, c'est un sujet très dense, effectivement. On aura d'autres occasions d'en reparler parce que sinon, ça prendrait un peu trop de temps pour aujourd'hui. C'est trop long. Et puis pour les mots-clés, là, c'est ce qu'on a mis. On est en milieu rural, on fait de la rénovation assez lourde d'un bâtiment qui n'était pas du tout un bâtiment de logement, d'habitation avant ça. Et on est en autopromotion, donc on n'est pas adossé à un bailleur ou à un quelconque organisme. On a beaucoup travaillé avec Olivier Sansetti de l'Écohabitant, qui vient de brillamment introduire tout ça. Voilà, et on fait pas mal d'autoconstruction. Ça représente une assez grosse part de moins-value espérée sur le budget et une assez grosse part de notre temps depuis plus d'1 an. Voilà. Donc oui, au programme, c'était une petite présentation du lieu, une présentation des dates un petit peu clés du projet. Puis après, j'ai juste mis énormément de photos pour présenter les différents lots sur lesquels on fait de l'autoconstruction. Donc, comme ça a été dit, on est à Fête-Bretagne, à 25 km au nord de Nantes, en pleine campagne. Et on y est très bien. Et on a acheté le bâtiment d'un ancien CHRS, donc un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, qui avait été fermé presque une dizaine d'années avant l'achat, fermé et squatté par différents groupes plus ou moins dégourdis. Et du coup, voilà les photos de l'état dans lequel on a acheté le bien. Donc, avant même de discuter avec un architecte et de faire des plans et des permis de construire, il y a eu toute une phase de débroussaillage et de démolition de tout ce qui était inutile à l'intérieur. Ça, c'est l'état dans le bâtiment dans lequel on l'a acheté. J'en rajoute un peu parce que ça avait été vidé entre-temps, mais le bâtiment avait eu plusieurs vagues de squat assez dures. Si tu peux remonter sur les dates, merci. Donc, c'est ça, mi-2018, on repère le lieu, on l'achète mi-2019, ça a traîné un petit peu sur les compromis de vente et sur tout ça, mais c'est devenu notre propriété collective en juillet 2019. Et je crois que le lendemain de l'achat, on donnait les premiers coups de masse pour casser toutes les cloisons intermédiaires. Les préconisations de l'architecte sur une rénovation aussi lourde étaient vraiment de mettre le bâtiment à nu pour voir vraiment toute la structure, voir ce qui tenait, ce qui ne tenait pas. Donc il a fallu enlever tout un tas de doublages en placo, de faux plafonds, de planchers, de choses comme ça. Là, dans la présentation, c'est du copier-coller juillet à septembre 2019, chantier participatif de démolition. En fait, c'est juillet à septembre 2019 plus juillet à septembre 2020. On a fait des gros chantiers en appelant les copains. Donc, on s'est retrouvés à 30-40 pendant 3 fois 3 jours chaque été, pendant 2 étés. Donc, je n'ai pas fait les maths, mais ça fait une petite PME de boulot en démolition là-dessus. C'est un sacré boulot. On l'a fait vraiment nous-mêmes pour le coup. Il n'y a pas eu d'accompagnement ou quoi que ce soit. Il fallait casser et évacuer. C'était pas un chantier d'intello. En octobre 2020, on a eu notre permis de construire. Et en janvier 2021, le début des travaux. Les 6 mois entre les deux, ça a été une partie
d'embrouilles bancaires et juridiques autour de notre PLS, on ne va pas s'étendre là-dessus. Et l'autre partie, ça a été la consultation des entreprises, qui a été assez longue parce que c'était un gros chantier. Donc, il y a des boîtes qui ont passé 2, 3, 4 jours à rédiger des devis. Nous, après, il a fallu étudier les devis, faire des allers-retours. Et on savait déjà, avec tout le boulot qu'on avait fait avec les cohabitants, on savait déjà qu'on devait et qu'on voulait faire de l'autoconstruction accompagnée. Et du coup, il a fallu trouver des artisans qui étaient OK de nous prendre en main-d'œuvre, mais qui assuraient quand même une qualité de chantier et une assurance décennale sur tout ça. Donc ça, c'est des choses qui prennent du temps aussi à discuter. C'est pas comme aller voir un électricien et il nous fait un devis, on est OK, on signe. Sur les différents lots sur lesquels on voulait faire de l'autoconstruction, c'est un peu plus de discussion. Vous étiez tous dès le départ partants pour l'autoconstruction ou ça a été un débat ou une question entre vous, pas plus que ça? On était tous partants, et tous assez naïvement peut-être, parce qu'on ne se rendait pas forcément compte de la charge de boulot que ça allait représenter. Et le Est-ce que rythme. certains d'entre vous avaient déjà participé à d'autres chantiers sur d'autres projets ou On était quelques-uns à avoir des habitudes de chantier, pas forcément professionnelles, mais quand même d'avoir fait certains travaux, soit chez nous, soit chez des copains. On voyait le principe, mais je pense heureusement qu'on était aussi un peu naïf sur certains volumes de travaux. Mais en tout cas, c'était aussi des contraintes de budget, comme l'avait dit Olivier. On se rend bien compte qu'il va falloir faire des choses nous-mêmes, sinon le budget explose. On a beau avoir acheté ce lieu et ce terrain vraiment peu cher entre les coûts de construction qui n'avaient pas encore explosé à l'époque. Mais voilà, si on veut faire une rénovation de qualité avec un bâtiment qui ne demandera pas trop de consommation énergétique, tout ça, on se rend compte que c'est vite cher. Et on se dit qu'il faut participer. Et il y avait, pour certains d'entre nous, une vraie envie de participer aux travaux pour gagner en compétences, pour s'autonomiser sur plein de techniques. Là, je parle vraiment pas des finitions, tout ce qui est peinture, meubles de cuisine, tout ça, on se les garde pour nous, mais je considère même pas que ça fait partie de l'autoconstruction. On est à 2 doigts de la décoration, quoi. Et c'est vraiment différent. Là, on parle sur ces trucs-là, on voulait s'attaquer, nous, à de la charpente, à de la couverture. Idéalement, on aurait aimé participer avec tous les corps de métier. Mais voilà, oui. Ouais, juste pour illustrer ce que tu dis, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais au-delà de l'intérêt financier, et malgré tout le temps qu'on y passe, et ça peut être parfois physiquement assez éprouvant, c'est vrai qu'après le coup, on maîtrise mieux l'entretien de son bâtiment. C'est-à-dire on gagne sur le temps, en autonomie aussi, quoi. Et on comprend mieux comment ça se passe, on comprend mieux comment on doit intervenir plus tard, s'il faut faire des reprises, etc. Donc c'est vrai que le côté formation, c'est un élément important aussi. Et c'est vrai que chez moi c'est pareil. Moi, si j'y vais pas, ça va pas, quoi. Même si j'appelle des copains qui sont plus compétents que moi, parce que je suis pas un manuel. Particulièrement un manuel au départ, j'ai besoin d'y être pour comprendre, pour voilà. Et après, une fois, voilà. Et quand le professionnel n'est plus là, il y a des choses que je peux faire moi-même dans l'entretien, quoi. Enfin, je m'arrête là. De manière plus générale, sur le projet Casanoë, c'est un truc qui nous tient à cœur d'être autonome, que ce soit sur de la compta ou du chantier, et même dans les choix techniques avec les artisans sur comment va être produite l'eau chaude ou comment tout ça. Ou le chauffage, on a toujours cherché des choix où on s'est dit qu'on pouvait le réparer nous-mêmes après coup, de ne pas rentrer des fois dans... Il y a des trucs très chouettes, mais trop sophistiqués pour être bricolables. Et donc ça participe un peu de ce truc-là, on veut faire nous-mêmes pour la rénovation, mais on veut aussi faire nous-mêmes une fois qu'on y habitera. Ouais, voilà pour la petite parenthèse. Et donc là, on est actuellement dans les 3 petits points entre janvier 2021 et hiver 2022. Voilà, on espère emménager fin 2022, début 2023, en fonction de nos dispos, en fonction de la disponibilité des matériaux sur certains trucs qui nous font prendre un peu de retard depuis tout ce qui se passe dans le monde depuis 2 ans.
voilà. Mais J'ai pu voir sur votre site que vous aviez fait il y a quelques semaines aussi un chantier collectif. Vous arrivez à mobiliser des personnes étrangères, on va dire, à votre groupe ou c'est plutôt des personnes voilà, de votre entourage autour du projet, qui gravitent déjà autour du projet ou du quartier peut-être Alors, pour les chantiers de démolition, c'était des copains avec certains qui venaient de loin, qui n'étaient pas forcément proches géographiquement, parce qu'on on fêtait un peu le lancement de notre truc, de notre projet. Ça demande très peu de compétences d'éclater des murs en placo à la masse. Et donc, voilà, tout le monde était très content de participer. Après, sur les lots charpentes, couverture, c'est plutôt nous ou des amis proches géographiquement qui peuvent venir un jour par semaine ou une fois tous les 15 jours. En fait, les chantiers deviennent complexes et ou dangereux, on a envie que ce soit des gens proches qui viennent régulièrement, qui on a confiance, en qui on peut laisser des outils. Et le chantier d'isolation paille et terre, c'est un peu particulier. Ça a été co-organisé avec l'association Bot Mobile, qui fait que ça, qui fait des chantiers participatifs d'isolation en paille. Et pour le coup, c'est Bot Mobile qui a mobilisé son réseau, enfin, qui a fait jouer sa communication. Et là, c'est des gens qu'on connaissait pas du tout, qui sont venus pendant une semaine, certains 3 semaines, parce qu'ils voulaient découvrir l'isolation paille et les enduits-terre sur des techniques un peu innovantes, écolo. Il y a Twiza ou il y a d'autres réseaux pour faire venir des gens. On ne va pas demander à des gens qu'on ne connaît pas de venir poser des ardoises mécaniquement sur le toit. Il n'y a pas forcément beaucoup d'intérêt pédagogique. Donc là, c'est les copains qui nous aident, quoi. Ou juste nous qui passons nos journées à faire ça. Mais on est assez content. On a quand même du relais dans la famille, les amis. Il y a des gens qui aiment bien revenir, voilà, qui viennent au chantier, puis qui reviennent. Donc c'est qu'ils y prennent un certain plaisir. Ah oui, quelques chiffres de surface, ouais, pour expliquer, illustrer le grande rénovation. On est sur 1000 mètres carrés à la grosse louche de bâtiment. Donc il y a de quoi s'occuper. On voit quelques photos du bâtiment principal dans lequel il y aura 4 logements sur les 8 logements. Je ne l'ai pas dit au départ, mais oui, Casanoué, c'est 8 logements. Et voilà un peu à quoi ça ressemble. À quoi ça ressemblait il y a quelques mois. Ça a pas mal bougé quand même. Tac. Et oui, j'ai commencé à distinguer les chantiers qu'on fait nous-mêmes et les chantiers qu'on fait nous-mêmes avec un accompagnement, ce qui est vraiment différent. Surtout nos espaces communs, on fait ça nous-mêmes et puis on se débrouille. L'espace vert, évidemment, la démolition, on l'a fait nous-mêmes. Et après, il y a 4-5 lots avec le sillage du bois où on fait ça de manière accompagnée. Ça veut dire qu'on est vraiment pas en sous-traitance, mais on est en petite main d'artisans qualifiés, certifiés, qui valident ce qu'on fait, qui posent leur assurance décennale dessus, qui encadrent tout ça, qui nous guident. Donc il y a le lot charpente qui est assez important, le charpente, les planchers, les mezzanines, des murs ossature bois. Il y a tout le lot couverture, donc ardoise, Velux et compagnie. Le lot cloison sèche, c'est les cloisons intérieures en placo avec de l'isolation en laine de bois. Et le chantier sur une maison individuelle qui est un peu en dehors des bâtiments mitoyens, qui a été isolée en paille et enduit en terre. Ça, c'est les 4 gros lots. Et puis, c'est anecdotique, mais ça nous fait vraiment plaisir de le mentionner à chaque fois. On a abattu des arbres de notre forêt. On a fait venir une scierie mobile. On a scié des planches et on s'en est servi sur le chantier quelques mois après. Donc, on voit à différents endroits du bâtiment du bois qui vient vraiment de notre parcelle de forêt. Il y a des photos qui montrent que c'était assez court comme chantier. Ça a duré une semaine, le sciage du bois, mais c'était super physique et super plaisant de se dire qu'on produit nous-mêmes ces ressources-là. Et quand on a vu après coup les prix du bois s'envoler, on était en plus très content de l'avoir fait. Ça demande pour le groupe d'avoir des ressources de forêt, de gérer ça, mais c'était déjà une bonne idée, je pense, quand on l'a fait il y a 2 ans. Et vu le prix du bois actuellement et la dispo, c'est une très bonne idée. S'il y a des groupes qui se lancent en milieu rural avec une forêt,
de se dire qu'on peut produire un peu de bois. On avait du Douglas, on avait du chêne, on a fait des trucs utiles, ouais. Tu peux passer les Effectivement, vous photos. avez fait beaucoup de postes de chantier différents. Je vais passer à la suite, comme ça on voit un peu La les suite, photos c'est de des photos. session. Ça, c'est la démolition, notre collection de brouettes. Après, pour l'autoconstruction, il faut s'équiper. On a acheté du matos, on a acheté un tracteur, on a acheté des marteaux-piqueurs, on a acheté une sacrée quantité d'outils et on a sur place, c'était de toute façon prévu dans le projet d'avoir un assez grand atelier. Et donc, on s'est équipé d'une machine à bois aussi. Et c'est important. Les artisans n'ont pas toujours envie de laisser leurs outils à des gens. C'est bien que chacun soit équipé, mais comme c'est des chantiers assez lourds, ça demande d'avoir des équipements assez lourds, d'avoir des belles collections de brouettes. Donc ça, c'est la démolition. Ça, c'est le chantier de sciage de bois. S'il y a des gens à qui ça parle, on a abattu pour 50 mètres cubes de bois. Ce qui est beaucoup. Nos épaules s'en souviennent à toutes et tous. Ça, c'est la partie charpente. C'est un des lots les plus importants sur l'autoconstruction pour nous. Le charpentier, Christophe, avec qui on a bien bossé sur ces histoires-là en amont, sur les devis et sur tout ça, nous a dit que de toute façon, il ne prendrait pas ce chantier-là s'il était tout seul. Il avait notamment l'isolation du toit, il avait estimé, lui, à 1600 heures de main-d'œuvre, je crois, dans son devis. Et donc, ça fait 10 mois à plein temps tout seul. Évidemment, il ne l'aurait pas pris, mais en gros, il y a quasiment tous les jours, depuis un an, il y a au moins une personne avec lui tous les jours, voire deux, sur tous ces lots-là. Donc ça représente quand même une sacrée quantité de boulot. Les photos d'après. Oui, complètement. Et d'ailleurs, comment donc les personnes arrivent à se mobiliser pour être présentes tous les jours? C'est des personnes qui sont dans l'emploi ou qui ont du temps libre ou, Qui ont forcément du temps libre. Dans le Ouais. lot, alors jusqu'à l'automne dernier, il y avait deux retraités du coup, qui sont payés par l'État pour avoir du temps libre, donc ils étaient vraiment disponibles. Ouais, c'est bien. Il y en a un qui a quitté le projet pour d'autres raisons. Donc ça a mis un petit coup à nos ressources humaines, pour parler vulgairement, mais en tout cas, il y a Bruno qui est toujours là et qui est retraité, qui bosse 4 jours semaine sur le Ok. chantier. Donc tout le monde arrive un peu à mettre la main à la pâte d'une façon ou d'une autre, un petit moment, Alors selon ses dispos ou... c'est assez varié suivant les personnes dans le groupe. C'est ça, Bruno est à plein temps, Julien est à plein temps aussi. Lui, il a une petite quarantaine et il est sorti de l'emploi. Il profitait d'indemnités de licenciement confortables qui lui permettaient d'être vraiment Être dispo disponible. sereinement là-dessus. Moi, je suis à mon compte et du coup, je bosse beaucoup parfois pour me faire de la trésorerie. Puis après, je suis dispo Ouais. sur le chantier. Donc, sur l'année, je fais un gros mi-temps chantier et un gros mi-temps boulot de mon côté. Après, pour les autres personnes qui sont salariées ou qui ont des activités professionnelles, elles viennent quand elles peuvent. Des fois, elles prennent des jours de congé pour venir sur la semaine quand on a calé une grosse journée où ce serait bien qu'on soit 8 pour tel ou tel truc. C'est assez varié. Après, on fait des week-ends de chantier entre nous tous les 15 jours, 3 semaines, ça dépend des périodes, où là, tout le groupe vient, avec les enfants aussi. Donc, il y en a qui s'occupent des enfants, d'autres qui vont bosser. Je mentionne ça parce que des fois, on nous demande est-ce qu'on paye les gens à venir faire l'autoconstruction. Et en fait, on avait décidé que non, parce que tout est du boulot, que ce soit garder les enfants pour que quelqu'un se libère, c'est autant de travail que d'aller poser les ardoises. Et donc, en fait, il y en a qui viennent pas, qui peuvent pas venir au chantier, mais qui des fois préparent un plat la veille au soir qui permet de nourrir tout le monde le lendemain. C'est plein de petits boulots mis bout à bout, quoi. Ouais, Et complètement. on est une petite équipe à y être beaucoup plus sur le chantier que d'autres, par envie et par Moi, je disponibilité. peux t'appeler plus tard, je suis en réunion Zoom.
Et d'ailleurs, est-ce que c'est une idée que j'ai, mais est-ce que ça crée pas aussi quelques petites tensions entre les personnes qui sont très présentes et qui du coup s'approprient peut-être un peu plus le chantier que les personnes qui le suivent un peu de plus loin? Est-ce qu'il n'y a pas voilà, une question justement de dire c'est moi qui l'ai fait, c'est mon projet? Est-ce qu'il n'y a pas des petites... Non, il y a pas d'appropriation. Et quand on est sur le chantier, on s'en fiche vraiment de savoir sur quel logement on est. Mhm. On ne fait pas gaffe et on les appelle encore un peu logement 1, 2, 3, 4 plutôt que le logement de Ok, Bruno, le logement de machin. ok. Euh, Après, ça crée des fois des incompréhensions sur le rythme ou la charge de taf quand quand on est vraiment la tête dedans à bosser, à répondre aux questions des artisans, à gérer tout ça. C'est des fois dur d'entendre des gens qui se disent ah tiens, est-ce qu'on pourrait changer finalement ma cloison de salle de bain de machin. Non, là on va faire comme ça. C'est des petits décalages ou des petites incompréhensions à la marge vraiment, mais on s'est tous dit qu'on donnait le temps qu'on voulait et on voit bien que tout le monde fait de toute façon des efforts. C'est juste beaucoup moins facile pour la copine qui est toute seule, salariée et avec un môme de 10 ans. On ne peut pas lui dire pourquoi tu n'es pas là tous les jours, quoi. Donc pour ça, c'est de la communication de groupe à avoir et à bien gérer. Mais c'est un risque, j'imagine, pour certains groupes, en tout cas, qu'il y ait des décalages d'appropriation, parce qu'il y en a qui passent leur journée déjà sur le lieu et d'autres qui sont à 1 heure de route et qui viennent un week-end sur 2. Et puis des décalages de ressenti d'effort, quoi. Se dire, moi j'ai vraiment trimé à fond là-dessus et pas toi. Ouais. Mais les gens qui ne sont pas là tous les jours sur le chantier, ils ont vraiment leurs bonnes raisons. Enfin, mais ça, c'est chaque groupe qui fait sa popote et qui doit vraiment, j'imagine, bien discuter. Mm. Après, je pense qu'on en fait beaucoup. Enfin, y a pas, tous les groupes font pas autant Non, on fait beaucoup, c'est vrai. de main-d'œuvre là-dessus. Pour l'instant, on s'en sort bien. J'espère que ça va tenir comme ça. Bah, Olivier de Les Cohabitants, d'ailleurs, tu peux nous faire un peu aussi ton retour sur d'autres groupes que tu aurais pu accompagner. Est-ce qu'ils font tous ce type de chantier aussi nombreux? Voilà, sur quel type de projet ils collaborent? N'hésite pas à nous faire tes petites remarques. Ouais, enfin, peut-être qu'on va pas oublier Renaud dans la foulée, mais parce que je vois que le temps passe, mais effectivement, il y a moi, là, on est sur un projet en réhabilitation lourde, donc effectivement, il y a l'originalité, c'est comment dire, ce dialogue avec les artisans et donc cette capacité à partager le boulot qui pour moi est vraiment intéressant. Après, bon voilà, c'est des conditions spéciales. Il a fallu anticiper au moins, avoir une idée de. Après, on anticipe comme on peut, hein, une idée du volume qu'il fallait y consacrer. Ce que j'aime bien aussi, c'est l'idée que préparer un repas, poser des ardoises ou garder les enfants, ça se vaut, et qu'on n'est pas en train de faire des banques, espèces de sel donc les selles, un système d'échange locaux, donc évaluer ce qui vaut plus ou moins dans une intervention. Et ce serait dommage qu'on rentre dans des calculs d'apothicaire dans des projets solidaires comme ça. Néanmoins, c'est important que tout le monde y soit. S'il y a trop d'écart, ça peut créer effectivement des tensions, des choses comme ça. Donc il faut que les choses soient claires dès le départ sur les engagements que les gens vont prendre, quoi. Et ça, c'est en amont, quoi. Une fois qu'on est lancé, on est lancé. Après, moi, ce que j'ai vu dans d'autres projets, c'est beaucoup des chantiers sur les espaces partagés, la maison commune. Souvent, dans les logements, on peut intervenir sur des lots secondaires, type revêtement de sol, pose de cloison, peinture, des choses comme ça. Des choses qui sont plus ou moins techniques, mais qui sont moins contraignantes et qui retardent pas trop l'entrée dans les lieux, parce qu'il y a aussi ces questions de délai aussi. Et on va porter l'effort sur la maison commune, alors avec le risque qu'elle mette beaucoup de temps à faire. Bon, ça peut être le cas aussi.
Mais j'ai vu pas mal ça, et c'est un peu le cas des petits moulins où certains habitants ont plus autoconstruit que d'autres, certains n'ont pas autoconstruit du tout chez eux, mais il y a eu un chantier de maison commune, quoi. Et ça, j'ai vu ça sur d'autres projets, ouais. Par contre, depuis quelque temps arrivent pas mal de projets en réhabilitation. Donc, Casanova est un peu dans le 44, était un peu un des premiers, en tout cas dans les démarches collectives. Et maintenant, on en a plusieurs, et dans le 44 ou ailleurs. Et donc, cette question-là, ces enjeux-là vont se reproduire. Cette question d'arriver à négocier avec les artisans, cette question de bien flécher le boulot, d'arriver à peu près à maîtriser le temps, parce que la question de la livraison des logements, c'est pas neutre non plus. Hein. Des fois, on a vendu là où on était. Alors, à Casanova, certains habitent sur place, d'ailleurs, il y a des mobil-homes. Mais quand on a de la place, on peut gérer, mais quand on en a moins, c'est pas toujours évident. Enfin voilà, il y a toutes, c'est pas mal de choses à caler au départ, ouais. Oui, c'est vrai que c'est peut-être plus simple en zone un peu plus rurale qu'en milieu urbain, j'imagine, sur des chantiers de cette envergure-là. Oui. Renaud, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu es présent et prêt pour commencer ta présentation? Oui, bonjour, présent. Bonjour. Bonjour. Tu n'as pas de caméra du coup? Ça arrive, Ah, je si, viens de voilà. l'autoriser. Parfait. Voilà. On voit très bien, on t'entend bien. Est-ce que tu avais un support à relayer ou bien Oui, je veux non? bien faire partager, mais c'est sur mon ordi actuellement. Donc, Oui, pas de souci. Donc, je vais arrêter de mon côté. Voilà, je te laisse prendre la main. Ok. Donc, bonjour à tout le monde. Renaud, je suis un des membres des Petits Moulins, encore un habitat groupé, cette fois-ci sur Rezé, qui a une douzaine d'années d'ancienneté. Et comme le disait Olivier, en fait, qui a pris beaucoup d'autoconstruction. Donc, on a une partie autoconstruction sur les parties communes. Donc, on a autoconstruit. Et là, je vais peut-être aller tout de suite vous montrer des images parce qu'en fait, je suis déjà en train de passer des étapes. Alors, par contre, je ne suis pas un crack du partage d'écran. Oups. Je me suis... Ah, on a un petit souci Il y a ton micro qui s'est coupé. Renaud, on t'entend plus, excuse-nous, on a eu un petit bug. Faudrait que tu réactives Activé. le micro. Ah voilà. Là, ça devrait marcher. Bon, il m'a demandé de réactiver mon micro. Voilà, c'est fait. Pour partager, est-ce que tu t'en sors? Il faut aller en bas dans écran partager, le bouton vert. Enfin, peut-être qu'on peut vert chez toi. Non, ça y est, je vois ça. Courrier, check. Le plus simple, c'est que tu ouvres avant ton support. Mon document. Ah ouais. Ouais. Ok. Alors, je vais refaire la manip. Donc là, mon écran est ouvert. Ouais, excusez-moi. Hein. Pas de souci. Ça va être écran entier. Ah, j'essaye écran entier, mais... Vous allez vous voir. Mais là, si je mets ça, est-ce que vous voyez mon écran entier? Non. Moi, je vois pas. Non. Ah, donc, ça bouge. Attends. Ça arrive? C'est en train d'arriver, je crois. Ah, on voit ce que toi, tu vois. Donc là... Ah, c'est bon. Donc là, c'est bon? On voit tes photos. Ouais. Bon, super. Donc, voici les petits moulins. C'est un habitat groupé avec 6 logements en accession à la propriété, et 6 logements de propriétaires et 6 logements en habitat social géré par un bailleur. On a en commun avec le bailleur un local poubelle, une chaufferie bois, donc pour chauffer les 12 logements, ainsi que des espaces extérieurs minimes, hein, des voies de passage. Et sinon, nous, les six propriétaires, en fait, on a aussi donc un garage vélo, un atelier, une buanderie, une cave, une salle commune, une chambre d'amis, et puis donc l'espace, comme vous voyez, l'espace autour des maisons qui est aussi partagé.
Donc, en termes d'autoconstruction, en fait, nous, on a pris beaucoup. Je vous passe une première photo qui est allongée, là, c'est en panoramique. Et donc, en fait, en fait, là, c'est ce qui est juste en face des maisons que vous voyez avant. Ce sont les parties garage et, euh, et espace vélo. Donc, en gros, ici, je ne sais pas, vous devez voir ma petite main en principe. Donc, ici, on a les parties garage. On avait donc les 6 garages. Et puis, ici, on a maintenant donc le garage vélo. Et puis derrière, l'atelier. Et puis plus tard, après, on a refait faire une dalle, parce qu'en fait, dans l'autoconstruction, on n'a jamais touché à la maçonnerie, en tout cas tout ce qui est terrassement et maçonnerie. Donc, on a toujours commandé les dalles à l'architecte, qui en a réalisé une ensuite après ici, avec pour la buanderie et la cave et la salle commune. Voilà, donc là, c'est le chantier remonte maintenant, c'était il y a 14 ans à peu près, qu'on était dans cette situation-là, à construire en ossature bois donc, à s'exercer. En fait, on a vraiment un temps d'exercice assez long sur les garages. Donc, en gros, c'était assez facilitant en fait de se faire la main sur des parties qui ne sont pas forcément fignolées. Voilà, donc c'était quelque chose aussi d'abordable. Hein. L'ossature bois, quand on aime travailler le bois, c'est quelque chose d'assez facile. Et sinon, en fait, on a beaucoup travaillé. En fait, on a eu un phasage de chantier qui était assez important par l'architecte, parce qu'en fait, on a pris le parti de choisir un architecte qui était sensible donc au bioclimatisme, qui était sensible aux matériaux naturels et qui était aussi prêt et qui avait déjà, lui, pratiqué l'autoconstruction et accompagné certains chantiers avec des autoconstructeurs et était prêt à accepter l'autoconstruction sur son chantier et de phaser tout ça avec les entreprises. Donc, en fait, là, pendant que cette dalle-là, c'était la première dalle qui a été faite, eh bien, de l'autre côté, en fait, le maçon, lui, faisait la dalle des maisons. Et pendant ce temps-là, nous, on avançait sur l'ossature. Et puis, au moment où on a eu à passer sur nos maisons individuelles, eh bien, sur le papier, ça aurait dû être fini, cette partie-là. Bon, ça ne l'était pas, mais n'empêche qu'on avait quasiment hyper avancé. Je crois que c'était hors d'eau. Et donc, on a pu stocker dans les garages plein de matériaux voilà, pour les maisons. Voilà. Ensuite, la photo que je vous ai choisie, c'est en fait, c'est la partie salle commune. Là. C'est la partie dalle qui n'a été pas faite, que je vous ai montré, mais que je vous ai fait imaginer sur la droite de la photo précédente. Et donc, voilà, ça fait partie des chantiers participatifs. Olivier le disait avant, hein, ils ont pris beaucoup d'autoconstruction en charpente. Nous aussi, on s'est fait pour ce chantier-là accompagner dans le cadre d'un chantier participatif organisé par HEN, l'association Habitat et Énergie Naturelle, qui a voilà, en fait, a eu à un moment donné des petits crédits pour financer la venue de professionnels pour accompagner des chantiers participatifs. Donc, on a fait partie de ces projets qui ont pu bénéficier de la venue je crois que c'était 2 jours en fait que le charpentier est venu pour nous aider à monter les gros éléments de charpente et à finaliser en fait, on va dire pas mal de choses sur 2 jours. Donc, chantier participatif ouvert avec le maximum d'habitants du lieu et beaucoup de gens voilà, de l'extérieur. Donc, ce chantier-là, le chantier ensuite, c'est toujours sur cette salle commune là, voilà, remplissage chanvre. Donc, on a de la chènevotte ici, et puis on a de la plus petite fibre je ne sais plus comment il s'appelle là, je ne sais pas la chènevotte, mais j'ai oublié le nom. Là, il y a la laine de chanvre et puis la petite fibre de chanvre en fait déversée par le haut avec le frein vapeur, et qu'ensuite on allait avoir en fait c'est un toit plat, un platelage en OSB et ensuite une membrane d'étanchéité. Ça a été aussi un autre chantier, la membrane d'étanchéité, où en fait on a pu faire venir un étancheur qui nous a transmis en fait son savoir au moment pendant une journée de chantier participatif. Voilà, donc c'est en fait beaucoup d'énergie collective, hein, comme vous l'imaginez bien, de prendre, on va dire, j'ai envie de dire autoconstruction sur les communs, mais aussi sur nos maisons individuelles. J'en reviendrai
je reviendrai un petit peu après là-dessus. Mais n'empêche que c'est des moments qui sont voilà, hyper intenses. Hein. Je pense que ce qui se construit dans ces moments-là, bien sûr, c'est une salle commune ici, mais c'est surtout voilà, au-delà du bâtiment, en fait, c'est un groupe aussi qui se construit, qui vit, qui trouve son équilibre, ces moments de déséquilibre aussi. Et puis, c'est voilà, des gens qui se découvrent aussi à bâtir quelque chose, parce qu'en fait, on n'est pas du tout du métier à la base, et qu'en fait, ce plaisir-là, il est énorme, et il est, j'ai envie de dire, très constructeur. En fait, ça participe pour moi beaucoup de la construction de l'être humain et toutes les satisfactions qu'on peut avoir dans la vie. Donc, bâtir sa maison, je reviendrai après là-dessus. C'est vraiment un acte hyper fort et hyper riche. Voilà, plein de sens. Je vois, Olivier, que tu voulais reprendre la parole. N'hésite pas à remettre ton micro. Je faisais le signe que j'étais Ouais. d'accord avec ce que Renaud disait. Ok. On ne construit pas juste des maisons quand on est ensemble à faire des travaux. On construit vraiment le groupe aussi, quoi. Ouais. Je peux que être d'accord avec ça. Comme je vous le redirai après, hein, je pense qu'on se construit soi-même à fond, hein, à fond. Enfin, moi, j'y crois, en tout cas, ça a participé. Je vous remets la photo d'un autre chantier, c'est le platelage de la salle commune. Alors, dans mes archives, mes archives elles sont complètement pleines de trous. Hein. J'ai retrouvé que quelques photos qui illustrent pas plein de phases de chantier, mais je vous ai mis que ce que je retrouvais, et j'ai choisi aussi celle-là parce que, en fait, souvent, en tout cas dans les chantiers de maison, c'était plutôt les mecs qui étaient au turbin, et les femmes qui étaient on va dire, à s'occuper des enfants ou à s'occuper de l'intendance familiale globalement. Pour nous, enfin pour mon cas, c'était beaucoup le cas. Et donc sur certains chantiers en fait collectifs en fait, et même tout le temps encore maintenant, puisqu'on a encore une journée de chantier, et maintenance et entretien tous les mois. Et bien en fait on a une mobilisation de tout le monde, et voire même de visseuses en main pour tout le monde, et gros outils en main pour tout le monde. Voilà, chacun a son rythme, chacun a sa mesure et a son envie. Ça, c'est toujours la partie, là, c'est la buanderie qu'on est en train d'isoler, avec Pauline, une voisine, qui est en train d'aider Nino, mon fils, qui est à remplir d'isolant. On a fait participer les enfants comme quand on pouvait. Bien sûr, ils étaient souvent autour de nous et parfois avec nous, mais n'empêche que je pense aussi que ça leur construit en fait une image de l'acte de se loger vraiment différente que de voir se construire par les mains de leurs parents ou par leurs mains à eux, en fait, les bâtiments. Voilà. En fait, ça y est, on arrive dans les moments où en fait, les belles idées, les beaux élans en fait s'estompent à fond en fait, et on a des impératifs de chantier qui nous mettent nous-mêmes individuellement en tension, collectivement en tension, et on est comme des artisans à une vitesse divisée par 2 ou 3, souvent 3 d'ailleurs. Et ce qui fait que en fait, il y a des pluies qui sont annoncées, on est obligé de faire finir le platelage, de l'étancher parce qu'on ne va pas faire pouvoir. L'étanchéification sera dans très longtemps, donc mettre du joint, tout ça très rapidement, et ça se fait en forçant sur les corps à certains moments, malheureusement, mais il n'y a pas eu de souci de pépins physiques, mais n'empêche, on prend à certains moments cher, ça faut l'anticiper qu'il y aura des moments pas faciles, et puis aussi au niveau du collectif, il y a des moments où en fait c'est pas trop le sujet de discussion ce soir, mais on attend des gens qui ne viennent pas parce qu'ils ont d'autres choses qu'ils pensent plus, qu'ils ont plus impératifs pour eux, et c'est à ce moment-là qu'on peut sentir des tensions entre habitants, et donc ça, c'est, j'ai envie de dire, je pense, hein, en tout cas, nous, on ne l'a pas évité du tout. On a toujours eu des phases et encore des phases de houle relationnelle dans le groupe, mais on va dire ça, c'est le grand fleuve tranquille. Je crois qu'aucun habitat participatif n'y a goûté, je pense.
Alors ça, c'était la partie, voilà. Après, bien sûr, les moments un peu voilà, compliqués dans l'autoconstruction, il y a ça, je voulais vous mettre quand même 2 images qui font que, en fait, on est ensemble pour vivre intensément un chantier, mais aussi besoin de souffler, besoin d'avoir des temps de convivialité. Et puis aussi des temps autres de voilà, convivialité quand la salle n'est pas encore voilà, finie, il n'y a pas encore le toit, la salle commune, mais on se projette déjà à avoir notre salle prête à diffuser, rediffuser encore Amélie Poulain voilà, dans la salle commune. Donc ça, c'est la partie autoconstruction collective. Donc là, on n'a pas été aidé par l'architecte du projet, mais on a été aidé donc à 2 reprises par des professionnels qui sont venus donc missionnés pour encadrer des chantiers participatifs. Et donc, on est aussi venu, alors arrêtez le partage, et donc on a fait appel à des gens de l'extérieur, et on avait aussi Pierre-Yves, quand même un sacré atout pour cette phase-là, qui est architecte de formation et a pu nous faire des plans de calpinage, je ne sais plus comment on dit, mais des plans d'ossature, des choses assez poussées pour qu'on puisse avoir à nous on puisse mettre, voilà, en gros les tâcherons, mais les tâcherons vachement guidés. Et puis, je pensais à autre chose aussi par rapport au guidage. Non, ça me reviendra sans doute tout à l'heure. Je vais continuer à vous partager l'écran là pour vous faire part de la partie, je vois qu'il est bientôt 30. Alors, photo autoconstruction, c'est ça. Tchouk, autorisé. Ça va être la partie... alors, vous me dites si vous voyez la suite. Tchouk, c'est la partie personnelle. Là, on voit ton Si, ton bureau, enfin, on voit ce que tu es en train de faire, quoi. Et donc là, vous voyez le tableau qui s'affiche? Non, on voit la page avec justement les différentes photos. Ah, mince. Il n'est pas ouvert le tableau encore. Ok. Donc, oui, c'est peut-être le alors là, sauf que je viens de l'ouvrir. Ah oui, d'accord. Il faut que je l'ouvre et qu'après j'autorise le partage. Ah ouais, d'accord. Excusez-moi. Arrêtez le partage et je vais réautoriser sur le tableau. Excusez-moi, je tâtonne. Hein. Là. Voilà, c'est ça. Autoriser. Voici le tableau en fait qui nous a été fourni par par l'architecte qui nous a accompagnés. Donc, on arrivait avec des envies d'autoconstruction, on l'avait choisi pour ça, et donc lui, il a essayé d'être le plus repérant possible pour chaque foyer. C'est-à-dire qu'à chaque foyer, il a dit, bon, voilà, qu'est-ce que vous avez envie de faire dans votre maison? Alors, moi, je vais vous parler que de mon histoire personnelle, je lui ai dit, j'ai envie de faire voilà, beaucoup. J'ai la possibilité, je suis un stit, les temps partiels à l'époque s'octroyaient facilement, donc je lui dis voilà, je peux prendre une dispo ou des mi-temps annualisés, bref, je peux le consacrer à une demi-année, un an et demi, 2 ans, c'est pas un souci, en tout cas, je veux m'y coller, alors bien sûr, avec des échéances de construction à tenir hein, par rapport à notre famille à loger. Mais en fait, lui, donc, il a été à l'écoute de chaque famille et il nous a fourni ce document-là. Alors, vous voyez dans la partie lot, la colonne lot, donc tous les lots, alors nous on est en construction neuve, hein, tous les lots de la construction d'une maison, du premier terrassement au dernier à la peinture, la part de budget que ça représente dans la construction. Ah ouais. Tu peux zoomer si vous me dites si ça zoome. Ça zoome, ouais, hein, voilà. Encore un coup. Ouais, voilà, c'est bon. Maintenant tu reviens. Super. Voilà. Ça vous va comme ça? Parce que là, voilà, donc là, il faudra que tu te balades vers la droite, quoi. Voilà. Ouais, voilà, j'irai vers la droite. Donc là, la partie lot, avec tous les postes. La partie répartition du budget, donc sur un budget de maison, nous, c'était 240 000, tout compris une maison individuelle et partie commune et photovoltaïque. On avait donc 6% de notre budget qui allait être consacré à budget maison. Hein, c'est pas sur les 240 000, mais budget maison. 6% au terrassement, 25% aux grosses œuvres, charpente 10%, et ainsi de suite. Et ensuite, il nous disait, voilà, dans la partie grise, la décomposition en pourcentage, sur un chantier, par exemple, je vais essayer de vous afficher les deux là pour qu'on puisse voir. Sur un chantier grosse œuvre, par exemple, vous avez le coût du gros œuvre, c'est 40% de matériel et 60% de main-d'œuvre. Donc, si je prends des extrêmes, on a par exemple les menuiseries extérieures, coûtent
un bras au niveau matériel, 80%, et on ne paye que 20% de main-d'œuvre. Et à l'inverse, la peinture, par exemple, la peinture, le pot de peinture ou les pots de peinture, les pinceaux coûtent pas cher. Par contre, c'est du temps à passer, donc c'est de la main-d'œuvre à payer. Et il me disait, voilà, bien sûr, voilà, vous pouvez gagner, par exemple, si vous voulez faire toute la peinture, vous pouvez gagner 80% du prix global de la peinture d'un logement en voulant le faire en autoconstruction. Donc ça a été hyper repérant pour nous, au moins pour cibler un petit peu les volumes financiers, au-delà des volumes temps. Hein. Déjà les volumes financiers que ça pouvait nous faire gagner, puisqu'on avait cette entrée-là aussi. Hein. Personnellement, j'avais un besoin que la maison soit accessible financièrement par rapport à notre budget. J'avais des élans, des envies de constructeur, mais aussi des besoins financiers. Et ensuite, lui nous a dit, voilà, il y a certains postes, là, je peux vous accompagner à hauteur de, ou en tout cas, je vois que la part d'autoconstruction, elle me semble possible sur temps. Donc, sur les 60%, et là, ça va être un peu trop zoomé, je vais dézoomer un petit peu, sur les 60%, la ligne numéro 2, 60% du gros œuvre, eh bien, vous ne pourrez en faire que 20%. Alors, je crois que c'est 20%, il reste 40, enfin, je ne sais plus comment fonctionnent ces pourcentages, mais sur main-d'œuvre, ça va être que 80%, ouais, c'est que 20% des 60%. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau du gain, c'est minime. Bref, je vais passer vite puisque c'est vraiment des chiffres, mais il a été très, très repérant en nous disant, par exemple, le hors d'eau, vous n'y touchez pas. C'est-à-dire que c'est ma garantie qui est en jeu, donc vous n'interviendrez pas sur les menuiseries, sur le montage des menuiseries, sur la toiture, ça non. Il nous avait dit le hors d'air non plus, donc on l'avait laissé de côté. Au final, il est revenu dessus, on a pu faire le hors d'air pour ceux qui voulaient le faire. Et donc, voilà, donc on savait à peu près financièrement là où ça allait nous mener. Et donc, après, une dernière colonne, la part d'autoconstruction possible sur le budget total en pourcentage, on avait un petit peu ce que ça nous permettait de gagner au final. Donc là, on voit qu'à la fin, si on prend tout ce qu'on peut prendre au maximum de ce premier tableau, on peut gagner 16% du prix de la maison. Alors, il nous a aussi dit rapidement en réunion, il nous a dit, mais en fait, c'est une année où vous construirez où vous dépenserez moins et où vous ne gagnerez jamais autant d'argent. C'est-à-dire que, on va dire, pour ma part, gagner, je ne sais pas, peut-être si on part sur 16% sur 240 000, donc ça veut dire en gros gagner 40 000 euros en un an et demi. Moi, je n'ai pas de salaire comme ça. Et donc, on va dire, voilà, j'ai permis de ne pas avoir à sortir de cet argent-là. Et donc, si j'avais travaillé à la place, j'aurais jamais gagné la même somme. Vous voyez un peu le principe, c'est que voilà, c'est une grosse part ça a été vraiment des lignes de crédit immobilier vraiment allégées du fait de s'engager en autoconstruction. Donc, même calcul à la Syrie, je te confirme, les mêmes calculs à la Syrie au nord de Rennes. Le rapport entre le manque à gagner de salaire et tous les gains pris par l'autoconstruction, quand il y en a suffisamment, s'il n'y a pas photo, c'est les mêmes conclusions. Excuse-moi. Ah non, mais c'est assez énorme. Je sais que c'est même pas doubler son salaire, c'est plutôt le tripler en fait. Je suis en train de faire un calcul rapide. Je gagnais à l'époque 1600 euros, voilà, 20 000 par an. 20 000 x 2, 40 000, c'est ça à peu près. Hein. Donc, c'est assez énorme. Et donc, voilà, je voulais vous montrer ça parce que ça a été quand même quelque chose d'assez repérant. Et en fait, on a rarement accès à même si ces chiffres-là ont évolué avec les prix du marché, ça a sans doute bougé, mais n'empêche que ça a été quelque chose de très important pour nous pour se repérer. Alors, si je change maintenant, excuse-moi, ça va revenir à arrêter le partage. Je vais essayer de vous partager les autres photos. Parce qu'en fait, dans cette imbrication, donc moi, j'ai pris beaucoup de choses sur ma maison. J'ai pris alors, je crois que je ferais mieux de vous partager carrément mon écran, en fait. Ça pourrait être sans doute un peu mieux, plus facile. Sélectionner, écran entier. Et donc, moi, j'ai pris le maximum qui me laissait prendre. Donc, en gros, j'ai pris le hors d'eau, hors d'air, la plomberie, l'électricité, le cloisonnement, enfin voilà, tout ce qui n'était pas, on va dire, hors d'eau. Donc là, ce que vous voyez, en fait, c'est
la seule photo que j'ai pu récupérer pour vous montrer un peu le phasage de chantier, qui a été pas facile du tout, parce qu'on avait un calendrier de chantier fourni par l'architecte qui incorporait des moments d'autoconstruction phasés avec des moments d'intervention de professionnels. Donc nous, sur notre maison, comme je prenais tout le reste, on a eu assez peu de phasage avec d'autres entreprises, mais n'empêche que sur cette photo, vous voyez qu'en fait, alors si c'est l'écran entier, vous voyez ma petite main, en fait, donc le charpentier était venu poser son hors d'eau, donc tout ce qui est ossature bois. Il avait posé aussi ces éléments de charpente qui allaient être les éléments porteurs, donc tout ce que vous voyez là, éléments porteurs, gros éléments porteurs posés par un charpentier. Et puis, une fois qu'il a eu posé ses premiers éléments pour faire le plaquage du premier étage, et bien en fait, c'était à nous de jouer. Et on avait, je crois, une dizaine de jours pour poser les solives. Donc, en gros, on a posé les solives et on savait qu'on avait un timing serré et qu'ensuite, il y aurait on a non seulement posé les solives, mais ensuite posé l'OSB par-dessus. Et lui, il a pu continuer le chantier du premier étage. Et voilà, ça, c'était le moment le plus délicat, et pour lui, parce que lui, il était garant de l'avancée du chantier autoconstruction, l'avancée du chantier entreprise. Donc, bon, de mon point de vue, on est tombé sur une pépite par rapport à cet accompagnement-là. Et donc, on a vraiment beaucoup eu d'échanges entre autoconstructeurs, parce qu'en fait, à un moment donné, quand on n'était plus sur les communs, on était sur nos maisons individuelles, donc on a eu beaucoup d'échanges de savoir entre nous. On a eu énormément aussi d'échanges de savoir avec l'architecte qui nous a beaucoup partagé de savoir. Et puis, on a eu aussi beaucoup d'échanges avec... excusez-moi, ce sera pour après. Beaucoup d'échanges avec les entreprises qui intervenaient dans les maisons à côté. C'est-à-dire que, par exemple, pour moi, comme je prenais tout le reste, par exemple pour la plomberie, mais en fait, il y avait des plombiers qui intervenaient la maison à côté parce que les voisins avaient demandé à ce que ce soit fait par un des plombiers. Donc, en fait, on mangeait parfois certaines équipes, que ce soit autoconstructeurs ou entreprises ensemble, ce qui nous permet de toujours poser une question. Et en fait, sur la vingtaine d'entrepreneurs que j'ai croisés, entrepreneurs ou en tout cas ouvriers que j'ai croisés, peut-être trentaine d'ouvriers quand même que j'ai croisés sur le chantier, en fait, il n'y en a qu'un seul qui m'a dit « Ah non, je ne réponds pas à ta question parce que, genre, c'est bon, quoi, tu fais ta maison, on ne va pas non plus te donner les trucs et astuces ou en tout cas t'aider là-dedans. » Et sinon, en fait, on a toujours été dans un rapport assez décontracté et au point de pouvoir questionner les entreprises sur sur leur corps de métier. Donc voilà, triplement accompagné. Et ça, c'était vraiment hyper précieux. La photo suivante, c'est ce dont je voulais vous parler. En fait, pendant que moi, je construisais... Alors ça, c'est un livre que m'a offert ma compagne au moment où on a construit la maison. Et en fait, au moment où je construisais la maison, elle attendait notre troisième enfant. Voilà. Et en fait, c'est un livre qui est assez fort, bien sûr, ça donne des pistes techniques, mais qui donne aussi qui annonce un peu la couleur qu'en construisant sa maison, en fait, on ne va pas faire que des travaux du bâtiment. En fait. On va aussi faire des travaux, je pense intérieurs. Si on s'écoute un petit peu, on va vraiment vibrer. Et en tout cas, moi, j'ai beaucoup vibré. On peut aussi, à certains moments, être endolori, on peut être vanné, fatigué, mais on se trouve une énergie de fou, je trouve, et on a des satisfactions de fou aussi à vivre ces moments-là. Voilà, là je vous ai mis ça, c'est mes 3 enfants, voilà, elle était née, puis c'est pas pendant le chantier principal, mais c'est la suite des chantiers, on était déjà dans la maison, et puis le plaquage de terrasse n'était pas fait, et voilà, il fallait continuer, cette fois-ci en famille. Voilà, les petits moulins, pré-photo prise, voilà, il y a 3 semaines. J'ai terminé pour ma part. Ouais, super. C'est super les photos, ça donne presque envie de participer avec vous. Même voir les enfants qui participent au chantier, ça leur va peut-être leur créer des vocations dans l'artisanat, dans la construction. On ne sait pas. En tout cas, c'est vrai que tu as raison de le préciser sur la fin de ta présentation, mais il en faut de l'énergie pour participer à tous ces chantiers, pour rester solidaire, à l'écoute, bienveillant, prendre sur soi. Il faut de la patience et il faut savoir bien s'entourer et trouver des valeurs qui font sens pour nous.
Je vous remercie vivement tous les trois d'avoir participé à cette rencontre mensuelle. On en prépare d'autres pour les mois à venir. En tout cas, la dernière de la saison, ça sera le mois prochain. Et là, ça sera plutôt sur qu'est-ce que c'est que vivre en habitat participatif aujourd'hui, quels sont les projets qui sont en cours de développement et qu'il est toujours possible de rejoindre. Et pour le coup, ça sera en présentiel. Je remercie également les personnes qui nous ont suivis, même si on était assez peu nombreux, mais merci à vous d'être présents. Si vous avez quelques petites questions à poser aux intervenants, c'est le moment. N'hésitez pas, on va s'arrêter là, sinon d'ici quelques minutes. Donc, je vous laisse la parole si vous le souhaitez. Et sinon, parmi nos intervenants, n'hésitez pas également si vous avez un petit mot de conclusion. Et puis, dès demain, je vois Audrey qui précise là dans le chat, on refera un récap de toute façon aux participants connectés ou non, en leur envoyant les différents liens, les pistes. On pourra remettre aussi dans la biblio le livre qui a été présenté. Voilà, on vous envoie tout ça sur vos boîtes mail. Alors, je ne sais pas si... Ah, pardon. Vas-y. Non, je voulais juste remercier, je trouve que l'organisation de la visio, tout ça, je trouve que c'était vraiment bien. Et puis, content des deux témoignages, content de revoir Renaud, enfin, même si c'est bien en mode virtuel, mais voilà. Donc, voilà, je voulais juste remercier. Merci. Et d'ailleurs, peut-être que l'un de vos projets participera éventuellement aux journées portes ouvertes de la rentrée prochaine. Vous ne savez peut-être pas encore si vous souhaitez. On y participe souvent, ça se pourrait. Ouais. Je suis pas sûre. Bon, C'est pas grave. on aura l'occasion de repréciser tout ça dans les semaines ou les mois à venir. Merci à tous. Bonne fin de journée, bonne soirée et à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.